L'éperfacier est sans conteste la plus belle des araignées que l'on peut rencontrer dans notre pays. On la trouve dans les buissons, les joncs ou les plantes de petite taille. Sur son gros ventre, presque du volume d'une noisette, alternent des écharpes jaunes, argentées et noires qui lui ont valu la dénomination de facier. C'est une chasseuse redoutable, dont l'engin de chasse est une grande toile verticale dont le diamètre peut atteindre 35 cm et qui se rattache solidement aux rameaux du voisinage par de multiples amarres. Elle se place en attente toujours au centre, d'où part verticalement un large ruban épais disposé en zigzag qui semble être sa signature, tel un artiste signant son œuvre. Un danger quelconque déclenche chez elle d'importantes vibrations qui cessent dès que l'alerte est passée. L'éper n'a pas le choix de ses captures. Toute menue proie lui est bonne. Immobile, les pattes étalées, elle attend. Et si une malheureuse mouche se prend dans sa toile, aussitôt prévenue par les vibrations, même infimes, elle arrive, et un fil soyeux s'enroule autour de la prisonnière qui est rapidement immobilisée et endormie par de puissants crochets venimeux. Mise de côté, elle sera dégustée un peu plus tard. Une capture plus importante. Ici, une punaise des bois semble demander quelques secondes de réflexion. Puis l'ensemble des filières entre en action. Et un jet soyeux est cueilli par les pattes postérieures qui projettent non pas un fil, mais une nappe vers le malheureux insecte qui, inexorablement, est emmailloté de soie de plus en plus tendue. Et pour terminer, les puissants crochets venimeux de l'éper feront leur œuvre. Le mâle, beaucoup plus petit, ne mesure que 10 à 15 mm pattes tendues, contre près de 50 pour l'éper. Il se tient à l'écart, en bordure de toile, immobile pour ne pas être pris pour une proie. Son appareil génital se trouve au départ de l'abdomen qui n'a que la taille d'un grain de riz. Il attend le moment propice pour l'accouplement, qui se terminera dans beaucoup de cas par la mort de ce dernier, dévoré par sa femelle. Le nid de l'éper a la forme d'un aérostat renversé. Son volume est à peu près celui d'un œuf de pigeon. Il est une merveille bien supérieure au nid de l'oiseau. Sous une enveloppe extérieure rigide et étanche se trouve une épaisse couche de soie rousse formant une ouate extra fine, isolant du froid un cocon central, sorte de satin très fin contenant les œufs. Après l'accouplement, par une fraîche nuit de septembre, l'éper confectionne son nid. Cette opération va durer une bonne partie de la nuit. Après avoir choisi son emplacement, l'éper commence son œuvre. Le cocon sera maintenu par un échafaudage constitué de fils tendus entre les pousses des plantes environnantes, et sur ce branlant appui, le métier fonctionne. L'éper ne voit pas ce qu'elle fait, elle tourne le dos à l'ouvrage. Cela marche tout seul tant le mécanisme est bien monté.
Des fils de couleurs différentes, correspondant à des qualités différentes, donc à des buts distincts, constituent la base du nid, dans le fond, tapissé d'une ouate extra fine et particulièrement soignée, car il va servir à l'accrochage des œufs. Ce premier ouvrage achevé, l'abdomen de l'éper s'ouvre et laisse passer l'ensemble des œufs amalgamés en une boule de la grosseur d'un pois. Ils sont collés au fond de la structure par de rapides mouvements verticaux et très vite enrobés dans un fin cocon de soie. Ensuite, la poursuite du nid continue. La filature change de matière première. Elle émettait de la soie blanche, maintenant elle fournit de la rousse en épais nuages pour confectionner une sorte d'édredon destiné à protéger les œufs du froid et qui servira après l'hiver de refuge et de nourriture aux jeunes araignées en attendant l'exode ultime. Le sac aux œufs disparaît, noyé dans cette fine ouate. La forme de l'aérostat se dessine, puis encore une fois la matière change et le tissage de l'enveloppe commence. À cause de son épaisseur et de sa dense contexture, c'est l'opération la plus longue. Avec une précision étonnante, l'œuvre prend sa forme définitive. Et après un nouveau changement de couleur, variant du rosâtre au noir, l'araignée termine son ouvrage par des bandelettes qui descendent irrégulières le long du nid, le rendant presque invisible dans les broussailles. Cette opération terminée, il reste à consolider l'ensemble en ajoutant de nombreuses amarres. Puis, l'éper s'en va. La suite ne la concerne plus. Le temps et le soleil feront le reste. Son heure est venue, elle traîne quelques jours, épuisée, elle meurt. Le printemps est arrivé, le soleil chauffe le nid. Soudain, un petit trou apparaît à la partie supérieure et une minuscule araignée, mesurant certainement moins d'1 millimètre, après hésitation, sort du nid. Plusieurs autres limites rebroussent chemin, disparaissent à l'intérieur du cocon, puis réapparaissent. Petit à petit, les hésitations cessent et une multitude de petites épères courent sur les branches ou se chauffent au soleil. Dans les heures qui suivent, à proximité du cocon, une toile commune est construite
et malheur à tout minuscule moucheron qui y sera pris. Quelques jours plus tard, le groupe se disperse lentement et apparaissent des petites toiles de 2 à 3 cm de diamètre, avec au centre une petite araignée immobile. Au bout de quelques semaines, les toiles mesurent 5 à 10 cm de diamètre, avec leur signature caractéristique, et les araignées commencent à prendre la forme et les couleurs des adultes. Le cycle de la vie, naissance, chasse, reproduction, mort, se perpétue.